Aujourd'hui, on ouvre la première partie d'une discussion en 4 volets avec Mallory, architecte diplômée d'État et coach en rénovation. Dans cet épisode, on plonge dans son histoire, son parcours, ses choix, ses galères et tout ce qui a façonné sa façon très libre d'habiter et de rénover. Tu vas découvrir comment elle est passée de projet de luxe à la recherche sur l'habitat écologique avant de créer un métier presque inédit, le coaching en rénovation. On parle aussi de sa vie de famille au milieu de ses chantiers, de ses 12 déménagements en 12 ans et de sa façon très singulière de choisir le lieu où elle va poser ses valises. Une conversation ultra spontanée, pleine de sincérité, qui pose les bases claires des 3 épisodes qui vont suivre. Bonne écoute! Hello Mallory, tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va super, merci. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé, merci de m'avoir invitée. Alors, comme je t'avais précisé, on va faire ça en 4 temps. La première partie va parler d'un petit peu de ton histoire. Tu vas m'expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens. On se connaît pas trop toutes les 2. Je t'ai trouvé par hasard sur Instagram quand je regardais des réels et tout. Je suis tombée sur un des tiens sur la rénovation de ton appartement. Donc, pour commencer, j'aurais aimé que tu me dises assez spontanément 3 mots qui pourraient te décrire en tant que personne. Alors ça peut être au niveau perso, au niveau pro, c'est comme tu veux. Alors, je dirais que je suis, franche, voilà. Peut-être, mes proches diront que c'est un euphémisme, mais voilà, assez cash en tout cas, dans mes communications, mais toutefois respectueuse et bienveillante, hein, attention. Donc je dirais assez franche, exigeante, tant envers moi qu'envers les autres. Alors, je travaille là-dessus, mais mais ça fait quand même assez partie de moi et je suis alors attends, c'est difficile comme question, hein. 3 mots, j'ai dit franche, j'ai dit exigeante, faut que je dise un truc plus sympa quand même, non? Je sais pas, je j'aime bien rigoler, je pense que, j'aime bien si je suis, à l'écoute. Voilà, OK. j'écoute les gens, j'écoute, leurs besoins, voilà. OK, parfait. Donc une personnalité nuancée, t'inquiète pas, franchement, exigeante, moi je trouve pas que ce soit un forcément quelque chose de négatif, au contraire, enfin, dans certains métiers, c'est important, hein, dans tous les cas. C'est bien et pas bien, c'est, être exigeant envers soi, c'est bien, mais ça pousse à une forme de perfectionnisme qui parfois, tu vois, empêche un peu d'agir et bouffe un peu, le bide quoi et puis, être exigeant envers les autres, c'est pas bah, parfois c'est pas je pense que c'est pas toujours facile à vivre pour certains de mon entourage, mais ça m'a amené à faire des choix, notamment professionnels en termes ou d'études et cetera qui ont été, à mon sens, bénéfiques pour moi donc, on pourrait y revenir si c'est le but de la première partie mais Ouais, voilà. ouais. OK, beh, justement, en tant qu'architecte de formation, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les particuliers et notamment à te spécialiser sur le domaine du chantier? Alors, moi, il y a plusieurs, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, depuis mes études d'architecture, c'est le sujet du logement qui m'a toujours, passionnée et qui m'a toujours le plus intéressée. La ques enfin, moi, les questions qui m'animent, c'est vraiment de se dire, comment on habite? Qu'est-ce qui se passe dans qu'est-ce qui fait qu'un logement est de qualité, qu'on est bien, chez soi et cetera? Et comment on fait du logement de qualité? Alors, soit à grande échelle, ça c'était plus des questions que je me posais, pendant les études, soit, ben, à l'échelle, du particulier. Ensuite, j'ai décidé de travailler seule, donc à mon compte, très rapidement, après mes études ou en tout cas après la partie, recherche de mon parcours. Et du coup, bah, les clients particuliers, ça a été, à la base, plutôt une évidence en termes d'accès à la commande. Voilà et puis après, bah, j'ai appris moi à travailler avec, ces clients-là qui sont, à la fois dans des relations du coup très humaines, qui sont tous très différents et puis la durée, des projets, m'allait bien aussi, parce que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Donc voilà, pour moi les projets qui durent, 3, 4, 5 ans, c'est très compliqué à suivre et à tenir, quoi. Donc en fait, les projets de particuliers qui durent 6 mois, 1 an et demi, ça me va bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu un tout comme ça qui a fait que, je ne travaille quasi qu'avec des particuliers, en tout cas dans mon volet, enfin dans mon activité d'archi. Et puis, il y a, ma famille. Du coup, j'ai mon papa qui est artisan de tout second œuvre.
ma sœur qui est menuisière et du coup, bah, on travaille ensemble, en fait et c'est vrai que le fait aussi d'accéder à une commande de particulier sur de la rénovation essentiellement de logements, bah, ça nous permet de travailler ensemble. Eux, ils peuvent bosser sur mes chantiers, enfin voilà, on avance comme ça ensemble. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai toujours travaillé avec des particuliers et côté archi et côté, coaching maintenant, quoi. OK, je vois et tu as parlé du fait que tu t'es lancée directement en indépendante, du coup, directement après tes études, c'est ça? Ouais, alors en fait, à la fin de mes études, j'ai travaillé un tout petit peu en agence, d'archi. Mais plutôt dans le domaine du luxe. Enfin, vraiment, je faisais des projets très haut de gamme et ça a été très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur, le dessin précis, le détail. Enfin, voilà, vraiment, je suis allée, dans des détails de projets qu'on n'atteint pas quand on fait, je sais pas, des gros immeubles de logements collectifs, par exemple. Ça m'a beaucoup plu, mais en termes de valeur, je me suis pas forcément reconnue et du coup, après, moi, je suis partie en recherche. J'ai fait 5 ans de recherche dans l'habitat écologique. L'habitat durable, l'habitat peu énergivore et cetera. J'ai étudié beaucoup de prototypes et de réalisations d'habitats, individuels, notamment, bah, en Angleterre, on en parlait tout à l'heure et du coup, c'est à la fin, après avoir arrêté ce parcours recherche-là, que je me suis dit: «Non, j'ai besoin de revenir à la conception, j'ai besoin de un peu mettre les mains dans le cambouis et de faire de la maîtrise d'œuvre», que là, je me suis lancée à mon compte. D'accord, OK, je comprends et sur ton profil Instagram, j'ai vu que c'était écrit coach en rénovation. Est-ce Ouais. que c'est venu directement, du coup, quand tu as décidé de te mettre en indépendante, cette appellation, ça a été comme une révélation pour toi? Cette appellation qui est d'ailleurs assez peu répandue, hein. Moi, c'est la première fois que je lis ça, sur, bah, le compte Instagram d'un archi ou d'une archi et donc je voulais savoir comment ça t'est venu? Est-ce que tu as en quelque sorte inventé ton métier et qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que coach? Oui, je pense que je l'ai inventé, ouais. Oui, je l'ai inventé parce que en fait, je sais pas, ça marche assez bien pour moi. Le but, c'est de, alors, ce que je veux préciser, c'est que j'ai 2 activités. Il y a une activité où je fais de la maîtrise d'œuvre avec des clients particuliers comme une archi, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en fait, dès le début, hein, de ma pratique, je me suis rendu compte que je rencontrais des gens qui avaient pas besoin des services, d'un ou d'une archi. En fait, ils avaient besoin d'un accompagnement sur un sujet précis, ils avaient besoin d'éclaircir des questions, mais ils avaient pas besoin d'une mission, de maîtrise d'œuvre, soit de conception, soit d'une mission complète, quoi. C'était pas adapté à leurs besoins et je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs, en fait, entre toutes ces personnes-là. C'était des gens qui étaient globalement débrouillards, qui étaient investis dans leur projet, qui voulaient garder la maîtrise de certains aspects, du projet, notamment de la conception, mais aussi du budget, suivre et cetera, les travaux, les entreprises eux-mêmes parfois et du coup, en fait, tu vois, je me suis retrouvée à envoyer des devis et je savais, en fait, que ça collait pas à ce dont les gens avaient besoin. Mais moi, j'avais pas le modèle. J'étais dans un modèle d'archi classique, de prestation, de services, comme tous les archis ou archis d'inté même les font. Et j'arrivais pas à sortir de ce modèle-là et je disais: «Bah, je comprends bien que vous voulez autre chose, mais si moi je me déplace, je fais des plans, je fais de la conception, je peux pas vous facturer un truc moins de X euros, quoi». Et en fait, ça collait pas et donc j'ai réfléchi à ce qui pouvait correspondre à ce type de client-là et j'en suis arrivée à me dire: «Bah, en fait, c'est une forme de coaching». Ces gens-là, ils ont besoin de monter en compétence sur des domaines assez précis, de par rapport à leur projet, en fait et d'un accompagnement qui est plutôt modulable, en fait. C'est plutôt du conseil, c'est plutôt, voilà, de montrer, ce qui fonctionne, donner du conseil sur comment moi je pourrais faire et cetera, comment je ferais à leur place, mais de les laisser appliquer eux-mêmes et donc là est arrivée l'activité du coup de coaching qui est parallèle. Alors je suis en train de doucement arrêter, la maîtrise d'œuvre du coup, mais pour laisser place, plus au coaching, mais voilà, du coup, c'est 2 activités qui sont un peu parallèles, qui se nourrissent beaucoup, mais qui sont assez complémentaires et qui touchent pas les mêmes personnes, en fait. Ouais, mais je comprends totalement ce que tu dis et je me sens, hyper alignée avec tout ça. En fait, quand on sort de l'école d'archi et même pendant les études, j'ai l'impression qu'on est assez formaté. C'est comme ça qu'on doit être architecte, on doit faire ci, puis ça, il y a telle phase et telle autre phase. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous ouvre pas forcément les yeux sur d'autres manières de faire et d'autres types de clients. En fait, tout le monde est différent et effectivement, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus émerger ce type de profil de client
qui ont besoin d'être beaucoup plus investis que de dépendre en fait de tout ce qu'un architecte va créer pour lui et juste devoir l'appliquer dans un chantier. En fait, vraiment, les gens ont envie, je pense, de concevoir eux-mêmes. Ils ont envie d'avoir des compétences et des connaissances dans ce domaine-là. C'est hyper bien et je trouve qu'en fait, du coup, en ça, on doit adapter nos propositions, nos types d'accompagnement pour les clients, nos types de prestations. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il y a vraiment, en fait, à l'école d'archi, on parle très peu du profil, particulier comme client. Et je trouve que ça manque en fait, parce qu'il y a une réalité du métier qui est assez dure, dans enfin voilà, dans tout ce qui est la promotion et cetera ou les autres types de programmes et pour autant, bah, il faut pas, oublier une certaine partie de nos clients potentiels et qui n'est pas, réceptif en fait au fait de tout déléguer, de tout laisser faire à quelqu'un d'autre. Exactement. En fait, je pense que aussi ça dépend des écoles. Moi, j'ai des amis architectes qui m'ont dit que dans leur école d'archi, si, ils voyaient quand même pas mal la question des projets particuliers, mais moi personnellement, en tout cas, j'ai pas beaucoup eu d'informations ou de projets à faire d'école sur des projets particuliers, effectivement. Du coup, comment tu fais le parallèle avec ton quotidien de maman? Enfin, on m'a parlé tout à l'heure du fait que tu avais rénové, que ta sœur rénovait, etc., que c'était un petit peu un truc de famille. Je voulais savoir comment tu gères l'équilibre entre le chantier, ta vie de famille. Il me semble que tu as une fille. Oui, j'ai une fille et un garçon, D'accord. 2 enfants qui ont, 3 ans et demi et 1 an, enfin un peu plus mais bah, c'est un peu sport, hein, on va pas se le cacher. En fait, par rapport à mon travail, il y a pas particulièrement de problème parce que, bah, je pratique mon travail pendant qu'ils sont gardés. Donc, quand voilà, j'ouvre des créneaux de consultation pour, le coaching, bah, je le fais sur les heures où je suis sûre qu'ils sont gardés ou à l'école. Pareil pour la maîtrise d'œuvre, tout ce qui est, travail client ou réunion de chantier et cetera, ça se fait en journée. Parfois, j'ai un petit appel visio, bah, pareil avec des particuliers qui sont dispo que le soir, donc, une petite visio le soir ou très souvent, je travaille le soir, hein, c'est affreux, j'essaye d'arrêter, mais bon voilà, je suis revenue de congé mat il y a même pas, 10 mois et je sais pas, j'ai mis 6 mois avant d'arriver à rattraper un rythme de travail normal pour me remettre un peu à flot. Bon voilà, mais ça, on va dire que c'est un petit peu des problématiques qu'on peut rencontrer avec, tout type de métier. Par contre, il y a un moment où, nous, quand on a rénové notre propre appartement, on avait déjà notre fille et du coup, bah, là, oui, ça a impliqué des adaptations et là, oui, il y a des gens quand ils auto-rénovent, ils vont pouvoir y passer tout leur week-end, traîner le soir, faire des grosses journées et tout. Ah bah, nous, c'était 9h, 17h en fait parce qu'il fallait aller chercher la petite à la crèche. Donc c'était, voilà, 4 jours par semaine, parce elle était pas gardée le mercredi et du coup, bah, on a dû s'adapter et on a fait, bah, vraiment un chantier, comme si on allait travailler, quoi. Donc ça a impliqué que, bah, il fallait se libérer du temps et qu'en journée, on était plus dispo pour nos clients. Mon conjoint était à son compte archi aussi à l'époque. Donc voilà, bah, les projets clients, c'était le soir. Et le week-end, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait faire les petites courses, IKEA, Leroy Merlin avec notre fille. On pouvait la mettre dans le caddie et puis faire un peu balade et comme ça, on avançait quand même sur le chantier, mais sans y être parce que c'est quand même un endroit qui est dangereux, en fait, pour un enfant en bas âge. Elle avait entre 1 an et demi et 2 ans. Enfin, elle a fêté ses 2 ans à l'appartement après qu'on ait emménagé. Donc elle avait, ouais, 1 an et demi. Donc c'était, voilà, c'était pas du tout adapté, pour elle. Et voilà. Donc ça nous forçait un petit peu à rester à la maison le week-end, ce qui était pas plus mal parce qu'au final, moi, je suis tombée enceinte pendant le pendant le chantier. Donc Oh j'avais là quand là. même un peu besoin aussi de repos parfois. Voilà, mais on s'est adapté, on l'a fait, avec, l'aide, précieuse de mon père et ma sœur aussi, mais on a réussi. Mmh. Ah ouais, mais ça devait vraiment être sport, hein. Waouh. Quand moi je repense, en fait que alors moi j'ai pas fait moi-même les travaux de mon appartement, mais la contrainte c'était que, j'étais assez loin de, l'appartement que j'ai acheté. J'avais, 1 heure et demie de route, s'il y avait pas de bouchons, tu vois? Donc en fait, je travaillais, en plus de ça, j'étais en CDI, donc en fait, je pouvais pas faire ça, je pouvais pas aller sur mon chantier en semaine ou quoi. J'y allais le week-end et rien que même pour, au moment où je devais acheter mon appartement, j'étais maman solo et du coup, je faisais l'aller-retour, du coup, 1 heure et demie en voiture avec ma fille qui avait également, ouais, je crois qu'elle avait
2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, ouais. Faire l'aller-retour comme ça, aller signer les papiers, tu sais, toutes les pages là que tu signes quand t'achètes, aller contrôler les ouvriers sur le chantier et tout ça. Donc rien que même sans avoir à faire moi-même les travaux, c'était une galère pas possible. Mais en faisant, enfin, j'imagine même pas en fait. Un peu chaud et tu vois, la semaine dernière, on a visité une maison avec énormément de travaux pour rénover. Et donc, finalement, j'ai dit à mon conjoint, je pense qu'on va pas y aller parce qu'il faut qu'on se repose un peu, en fait. On a déménagé ici, enfin, on a acheté notre appart il y a 2 ans et on a passé 4 mois, 3-4 mois dans les travaux à peu près. Entre-temps, on a fait un enfant, faut rééquilibrer niveau business et tout. Donc, je dis, viens, on essaye de souffler 2 minutes parce que me relancer dans une auto-réno encore plus grosse, là, comme ça, faut de l'énergie quand même. Vous cherchez à changer de logement? Ouais, mais parce qu'on a vraiment la bougeotte, nous, en fait. Donc déjà, non, mais en fait, c'est une parenthèse, c'est une petite anecdote un peu drôle, mais on s'est rencontrés tous les 2 à l'école d'archi. Donc moi, je suis arrivée en 2011, tu vois? Hein. On s'est rencontrés en 2012. On a eu 12 appartements en 12 ans dans Lyon et les alentours, tu vois? Enfin, moi, il y a une fois où je suis partie, j'ai acheté un appart à Grenoble, justement, quand je faisais de la recherche là-bas. Mon premier appart, que j'ai acheté, c'était à Grenoble. Mais en fait, sinon, on a été locataires, on a changé plein de fois d'appart. En fait, dès qu'il y a un truc qui nous convenait pas, on partait. Et on trouvait un appart qui n'avait pas le défaut que le précédent avait. Mais du coup, il en avait d'autres, donc on repartait pour d'autres raisons. Donc au bout d'un moment, par contre, on sait ultra bien ce qu'on veut, ou surtout ce qu'on veut pas, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en rénovant, mais en fait, on est super bien dans notre appart actuel. Et c'est pour ça qu'en fait, on cherche, on regarde les maisons parce que, on a tellement d'avantages à être là qu'on trouve pas d'appart qui lui arrive à la cheville. Il nous manque une chambre. On aimerait bien avoir une chambre en plus. On a la possibilité de la faire là, hein, parce qu'on a un double séjour, mais on n'a pas envie. On veut garder le grand séjour. Donc on veut le double séjour et 3 chambres au moins. Mais bon voilà, on est assez motivés et puis voilà, il faut le dire aussi que comme on a fait une bonne plus-value par rapport à cet appartement-là, enfin, on a le potentiel de faire une bonne plus-value. On se dit que c'est possible, enfin, c'est intéressant aussi de vendre pour partir sur un autre projet, mais on n'est pas pressé, pas forcément tout de suite. Voilà. OK, je vois. Mais du coup, c'est là qu'on trouve l'exigence que vous avez, du coup, peut-être tous les 2, même au niveau de votre logement, c'est fou, hein? Ouais, ouais, bah, du coup, on n'entasse pas trop de trucs, tu vois? Vu qu'il faut faire des cartons tous les ans, on fait du tri à chaque fois, voilà, pas du tout minimaliste pour autant, hein, mais et voilà, on fait du tri régulièrement et ouais, c'est ça, ça fait un peu bouger, mais du coup, c'est des formalités, très faciles, tu vois? Faire des états des lieux, signer des baux, aller chez le notaire, ouvrir les contrats ELEX et Moi, ça me fatigue rien que d'en parler, hein, vraiment, vous avez du courage et puis maintenant, il y a les 2 enfants donc ouais, c'est d'autant plus difficile, quoi. ouais, bah, en fait, on s'est dit on a fait qu'un déménagement, du coup, depuis qu'on a notre fille, on s'est dit qu'on allait lever un peu le pied, en fait, même avec le deuxième, parce que c'est quand même un peu plus compliqué et en fait, franchement, le déménagement avec une enfant a pas été beaucoup plus compliqué que, les précédents. Donc là, franchement, on est quasiment prêt à repartir. Mais par contre, voilà, on est en effet de plus en plus exigeant sur, ce à quoi on prétend en termes de qualité et comme on sait qu'on a, en fait, ce potentiel à faire nous-mêmes, on sait qu'on peut potentiellement, vivre dans un lieu qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on pourrait se payer, en fait, si on devait tout acheter et faire les travaux, enfin acheter déjà rénové ou faire les travaux nous-mêmes. Donc c'est quand même assez tentant, quoi, de se dire: «Ah ouais, on achète une maison pourrie, on peut en faire un truc super pour pas trop cher», enfin voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a ça quand même qui joue dans la balance et je me demandais, là, du coup, c'était votre premier achat? L'appartement que vous avez rénové? Alors notre premier achat commun du coup, D'accord. l'appartement qu'on a, moi j'avais acheté un appartement toute seule avant. On était déjà en couple, mais comme je travaillais dans une autre ville et que j'avais besoin d'arrêter de faire les trajets parce que enfin Lyon-Grenoble, c'était un peu compliqué quand même de faire les trajets tous les jours. Donc j'ai acheté un appart en me disant: «Bah, comme ça, je perds pas trop d'argent et je me crée un capital aussi pour la suite». J'ai pas fait beaucoup de travaux, il y avait vraiment pas grand-chose à faire et voilà, mais je j'ai quand même fait une bonne opération immobilière. Qui nous a permis après de partir sur un deuxième, enfin moi pour moi un deuxième projet et pour lui c'était le premier, ouais. D'accord et concernant votre attachement à votre projet, tu vois, vous avez fait les travaux vous-même, vous avez créé vraiment votre petit cocon. Tu parlais tout à l'heure de potentiellement le vendre
pour acheter autre chose. Moi, personnellement, je sais que j'aurais un petit peu de réticence à vendre, même si c'est pas moi qui ai fait les travaux, à vendre un appartement que j'ai conçu moi-même, dans lequel j'ai vécu, que j'ai vraiment créé pour moi. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Hem, En fait, pour moi, les seuls déménagements qui ont été compliqués, c'est ceux où je partais sous la contrainte, tu vois? Parce que j'avais pas envie de partir. Si je choisis de partir, qu'on fait des travaux ailleurs, qu'on a une maison qu'on va aussi refaire à notre goût, nos goûts qui ont évolué d'ailleurs, sûrement qu'on refera pas la même chose que ce qu'on a fait là. Si je sais que je pars vers quelque chose de mieux, j'ai pas de regrets, en fait. Je remercie le lieu dans lequel j'ai passé de très bons moments et voilà, en fait, après oui, tu vois, cet appartement, je sais pas, c'est la première fois qu'on fait autant de travaux, qu'on vit aussi avec nos 2 enfants, donc oui, j'aurais sûrement un pincement en partant, mais voilà, on claque la porte et puis on sait qu'on va vers quelque chose de mieux, donc non, je pense que tous les 2 on a une certaine facilité. Mon conjoint, lui, a beaucoup déménagé dans son enfance. Moi, j'allais dire un peu moins, mais en fait non, j'ai quand même beaucoup déménagé aussi quand j'étais petite, donc je pense que ça joue. Ouais, dans le rapport, en fait, au lieu où on se dit: «Voilà, on est là de passage, on l'a rendu beau et puis on repart, vers de nouveaux projets». Ouais, c'est intéressant comme point de vue et ça se tient totalement. Moi, je sais pas, j'ai une sorte d'attachement. En fait, je me dis que je le garderai, certes, je le mettrai en location probablement, mais il y a un truc qui fait. Après, c'est peut-être aussi le fait que ce soit mon premier appart, je sais pas, mais il y a un sentiment Peut-être que d'attache ça joue, très en fait, très je pense que c'est fort. très personnel. Ouais. Ouais. Je pense que le rapport à l'attachement et au lieu est très personnel. Moi, je connais beaucoup de personnes qui me disent: «Mais je comprends pas comment vous faites pour déménager autant. Pour moi, c'est un calvaire de déménager, c'est un traumatisme pour moi, pour les enfants et cetera» et nous, non, je sais pas, voilà. On a ce rapport un peu, enfin, c'est pas détaché, tu vois? Parce qu'on aime le lieu dans lequel on est. On le soigne, on le rend beau, on le décore, on le nettoie, on aime ça, enfin, tu vois? Mais par contre, ouais, le jour où on a décidé de partir et qu'on sait qu'on part pour mieux, voilà, il y a pas de regret, pas de tristesse, Ok, je vois. Bon, bah, enfin, tant mieux, hein, dans tous les cas. et ça nous permet du coup d'être assez agiles, tu vois? Et quand on tombe amoureux d'un projet, pas forcément d'un lieu, hein, parce que tu vois, heu, pour revenir sur la maison qu'on a visitée la semaine dernière, c'était un ancien squat, les curages ont déjà été faits, c'est vendu en plateau, donc vraiment c'est difficile d'avoir un coup de cœur pour ce lieu-là. Par contre, on peut avoir un coup de cœur pour le projet à y réaliser, pour ce qu'on projette dedans en tout cas. Là, on peut y aller et on a la détermination et l'énergie pour, tout faire. Super, mais en tout cas, j'ai hâte de suivre vos aventures, quand vous aurez, trouvé la maison qui vous convient, avec juste un petit peu de travaux, pas trop. C'est ouais, c'est un peu ça, ouais. Ou alors une partie qu'on peut raisonnablement faire, tu vois? Type la maçonnerie, moi, c'est des sujets sur lesquels je me sens pas d'aller, parce que j'ai pas de maçon dans mon entourage et que c'est en plus, c'est pas du tout, tu vois? La matière béton, ça m'a jamais attirée, là où construire une maison en ossature bois, je me sentirais beaucoup plus capable, alors pas moi toute seule, tu vois? Faut toute proportion garder, mais de gérer ces travaux et en fait, voilà, tu vois? Et découper une dalle, creuser, reprendre des fondations, c'est non, quoi. Je ça, je délègue. Donc voilà, qu'on tombe sur un projet où l'équilibre est OK pour nous, et on arrive, à déléguer ce qu'on veut pas faire et à créer de la valeur quand même sur ce qu'on va faire nous-mêmes, quoi. Ouais, ouais, je comprends. En tout cas, mais j'ai hâte pour vous. Merci, moi aussi j'ai hâte. Je sais pas où on va aller, mais on verra. Et donc pour finaliser cette partie sur ton histoire, j'aurais aimé que tu me partages peut-être une référence de livre, que tu peux partager avec, nos auditeurs, et qui pourrait leur plaire éventuellement. Alors, j'ai pensé à un livre, comme tu m'avais posé la question avant. Oui. C'est ce livre-là, c'est «Construire autrement» de Patrick Bouchain. Ce livre, il date un petit peu, je sais pas de quand il est édité, mais tu vois, 2006. En fait, moi, je l'ai lu, bah, justement, dans le cadre de mes réflexions au moment de mon projet de fin d'études, donc à la toute fin de nos études d'archi. Et en fait, Patrick Bouchain, bah, c'est un architecte, je mets un peu de contexte pour, les auditeurs et auditrices. C'est, un architecte, qui, pense vraiment les choses différemment, d'où le titre de son livre «Construire autrement», qui a notamment été vraiment le porte-parole et l'ameneur, enfin vraiment il a développé la filière du réemploi, notamment en France, depuis, voilà ces 15 dernières années, 10-15 dernières années.
Et en fait, dans son livre-là, il détaille différents, projets, qui se sont faits en réemploi. Il explique ce qui a été réemployé, comment ça s'est fait, quel est l'usage, des structures et des espaces qu'il a créés. Et puis son rapport à l'architecture, à l'espace, à la matière, de comment on peut, en fait, penser vraiment l'acte de construire différemment des modes de faire, des pratiques habituelles où on va globalement consommer du produit neuf, l'installer selon les DTU et puis voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant et c'est vrai que dans les cas en plus d'auto-rénovation, on est beaucoup dans du, j'ai pas envie de dire du bricolage, mais dans de l'adaptation, presque du système D. Clairement, voilà, c'est pas forcément les normes ou les DTU qui régissent ce qu'on fait ou ce qu'on va pouvoir faire, bien que c'est important quand même de les connaître et de les suivre. Mais c'est toujours bien d'arriver à innover, de faire preuve de, voilà, de débrouillardise et d'esprit libre un petit peu pour penser différemment. Et ça, c'est très important parce que dans le chantier, il faut toujours arriver à trouver des solutions à des choses complexes et donc sortir un petit peu des, voilà, des choses, des schémas préconçus, quoi. Mais je suis totalement d'accord et j'ai lu ce livre aussi, pareil, je crois que ça devait être vers la fin de mes études et en fait, Patrick Bouchon, c'était le parrain de notre promotion à l'école. Donc en fait, Génial. ce livre, il nous l'avait offert, il avait fait une petite conférence. Il nous l'avait offert en première année. Je l'ai lu un petit peu plus tard, mais du coup, ouais, je conseille également parce qu'en fait, il est très facile à lire, je trouve. Enfin, il est, même si c'est un livre d'architecte, du coup, il est, vraiment à la portée des particuliers. Donc, je valide. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Mallory. J'espère que son parcours, ses choix parfois radicaux et son rapport si libre à l'habitat t'ont inspiré autant que moi. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou une note. C'est vraiment ce qui m'aide à grandir tous les jours. Et avant de te laisser, j'aimerais te poser juste une petite question. Si tu pouvais lui poser une seule question sur son parcours, ce serait laquelle? Tu peux répondre juste en dessous, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, je lirai toutes vos réponses. Et évidemment, tu peux retrouver Mallory sur Instagram, @mallory.marteau.pinceau. À très vite!